D'abord, nous dit Johann Chapoutot, le phénomène nazi est une entreprise de régénération socio-biologique de la race, adossée à un projet de reconfiguration géoethnique de l'Europe et de colonisation à vaste échelle de l'Europe. Alors c'est un peu difficile un samedi à 14 h, mais en même temps, voilà, c'est avec cette hauteur de vue-là qu'il faut appréhender le sujet et non pas le sujet du concours, pour ne pas réduire ce thème à une collection d'horreurs. La pédagogie de l'horreur telle qu'elle se forge en 1945, elle a été une entrée qui a marqué les esprits, mais on a vu dans la durée combien aussi elle pouvait s'émousser. Et donc pour aborder le sujet de cette année du concours, il faut nécessairement l'adosser à une réflexion historique importante liée à ce que sont les fondements du nazisme, pour mieux restituer ensuite quelles ont été ses conséquences pour l'homme dans les camps, mais aussi en le faisant au regard de ce qu'étaient les concepts nazis qui ont présidé à la création de l'univers concentrationnaire nazi. Alors j'ai dit que je m'appuyais sur Johann Chapoutot, mais je voudrais tout de suite d'emblée redire qu'un autre ouvrage pour vous peut être une ressource, c'est celui de Nicolas Bertrand. Dans un ouvrage publié chez Perrin en 2015, il avait étudié les règles et les procédures qui structurent l'univers concentrationnaire, mais du point de vue des nazis, du point de vue du comportement des gardiens nazis dans les camps. Donc son ouvrage, L'enfer réglementé, le régime de détention dans les camps de concentration. Pourquoi est-ce que c'est un point de vue important et qui est complémentaire de celui de Johann Chapoutot? C'est qu'il est important pour nous, dans le thème du concours, de restituer ce qu'aura été vécu par les déportés. Mais il faut le faire à l'aune aussi pour éviter les contresens historiques de ce qu'était le projet nazi. Et de ce point de vue-là, Nicolas Bertrand vient apporter un point de vue parfois iconoclaste, tant il vient remettre en cause certaines de nos certitudes. Parce que, nous explique-t-il, d'emblée, il faut repousser l'équation entre ce qui est juste et ce qui repose sur le droit, puisque le comportement des nazis dans les camps repose d'abord et avant tout sur le droit nazi certes, mais sur le droit. Ce qui explique pour lui, nous dit-il, à expliquer comment des individus dits normaux ont pu se livrer à des actes inhumains et qui est donc pour lui un facteur essentiel à prendre en compte, c'est l'existence et l'application d'un régime de détention, ce qui n'est pas un arbitraire réglementé. Tout au long de son ouvrage, il explique en effet que, contrairement à une idée reçue, le régime des camps n'est pas un arbitraire réglementé. Alors son point de vue peut sans doute être nuancé au regard de l'histoire longue du système des camps, au regard de réalités tout à fait paradoxales qui président à l'univers concentrationnaire nazi, mais il n'en demeure pas moins que, au regard des nazis, ce cadre des camps est un régime qui est assis sur le droit, sur des règles établies, sur des normes qui, de bout en bout, doivent conditionner le fonctionnement de ces camps, c'est-à-dire un ordre d'apparence juridique et rationnelle. Dans ce cadre sur lequel je souhaite revenir, sur ces fondements donc, de l'idéologie nazie qui vont présider à la création du système concentrationnaire, eh bien, Johann Chapoutot nous rappelle un certain nombre de points de vue tout à fait importants. D'abord, c'est que le régime nazi, c'est largement, et les règles portées par le régime nazi, reviennent fondamentalement sur le modèle qui était celui, vous le savez, forgé en France par la Révolution, qui prenait le modèle d'une nation fondée sur le libre arbitre et une citoyenneté d'adhésion. Ce point de vue est donc, vous le savez, d'emblée dénoncé par les penseurs contre-révolutionnaires, mais dont les nazis vont se faire l'écho, prenant au contraire un groupe humain qui est le produit de la nature, de la tradition, mais certainement pas de la liberté de ses membres. Le peuple allemand forme ainsi une communauté nationale dont on est membre par naissance, une communauté du peuple reposant sur une vision raciale de l'humanité. Et dans Mein Kampf, on va essayer d'aller vite malgré tout
sur les fondamentaux, mais enfin, il faut y revenir. Dès Mein Kampf, vous le savez, se met en place une vision biologique de l'humanité fondée sur l'existence de groupes différents, sur le plan psychique comme sur le plan physique. Ce sont des races considérées fondamentalement comme inégales et dont il faut empêcher le brassage pour ne pas provoquer de dégénérescence de ceux relevant de la race dite aryenne, considérée comme supérieure. Donc même si Johann Chapoutot nous rappelle que Mein Kampf n'est pas le cahier des charges de la Shoah, dit-il, il acclimate néanmoins les idées, les mots et les angoisses qui vont créer un univers mental dans lequel le crime va prendre place et sens. Et un mot, une citation d'Hitler, nous constatons que tous les peuples ne se valent pas, il en est de même des individus, à l'intérieur de la communauté du peuple, un homme ne vaut pas un autre. C'est écrit en 1925 et c'est finalement le socle de cette vision de l'humanité qui est prônée par le nazisme et qui va être mise en œuvre dans les camps nazis. Un homme ne vaut pas un autre homme. Et donc finalement le sujet, la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi, il faut bien voir qu'au regard des nazis, les camps, au contraire, sont là pour... Les camps, initialement, sont là pour affirmer la possible rédemption des membres de la communauté du peuple, des Allemands et des Autrichiens, des Germains, qui ont été dévoyés par les Juifs qui, vous le savez, au regard des nazis, tirent les ficelles mondiales, mais les Juifs sont amendables, sont rééducables pour peu qu'on les mette dans un cadre approprié. C'est donc la fonction première des camps, c'est de rééduquer les adversaires politiques, les adversaires du régime, les adversaires sociaux aussi du régime, de manière à les inclure à nouveau dans la communauté du peuple. Donc pour les nazis, il n'y a pas d'universalisme qui vaille, c'est une faiblesse inventée par les nazis. Seuls les Aryens sont considérés comme des hommes, il y a une gradation dans l'espèce humaine, il y a l'existence également de sous-hommes, les Slaves, les Noirs, qui sont considérés comme des animaux humains dont les nazis entendent se servir en fonction de leurs besoins, et il y a des microbes, des bacilles, des juifs, les juifs à exterminer du corps social, et par la suite, vous le savez, à éliminer tout court à partir de la mise en œuvre de la solution finale au cours de ce basculement de l'automne-hiver 1941-1942. C'est ainsi que tout ce qui peut fragiliser l'unité de la communauté du peuple est interdit et combattu, c'est le marxisme, c'est également les syndicats, les partis politiques, la liberté d'expression. L'objectif des nazis est donc d'aguerrir la race, je cite, la préparer psychiquement et physiquement à la guerre, afin de revenir sur la défaite de 1918 et mettre fin à la guerre des races, opposant depuis l'Antiquité les Germains aux Juifs. C'est une vision apocalyptique et angoissée. Ce sont eux ou nous. Je ne reviens pas sur le traumatisme de la défaite, on n'a évidemment pas le temps, mais voilà, il faudra pour vous revenir sur ces fondements du nazisme. Donc, nous nous rapprochons de notre sujet en venant sur cet univers concentrationnaire. On n'a pas le temps de revenir sur les organes développés par le régime nazi pour porter cette répression et cet univers concentrationnaire. Mais il faut retirer de tout cela l'idée qu'au regard des nazis, l'Allemagne se protège et protège son existence même. En effet, et Johann Chapoutot le redit avec, je dirais parfois une pointe d'humour ou d'ironie, mais la dissidence relève même d'un symptôme biologique. Nous dit Johann Chapoutot, un Allemand sain ne pouvant être que nazi, un socialiste ou un communiste est forcément soit un étranger, soit un malade. Et la police et la SS sont donc les médecins du corps allemand qui combattent la dégénérescence
et la contamination. Cet outil de lutte contre la dégénérescence et la contamination, ce sont donc ces camps de concentration ouverts dès les premiers mois de l'existence du régime nazi, vous le savez, dès le printemps 1933. Ce sont donc, je l'ai dit, des lieux de rééducation et d'amendement des Allemands, dévoyés politiquement et socialement, des lieux qui font l'objet d'une publicité dans la presse et dans le discours nazi, car ils sont un des instruments de cette régénération du corps social allemand que le nazisme ambitionne de porter. Et là encore, hein, il ne faut pas se tromper. Les auteurs dont nous avons signalé les ouvrages, les rescapés qui ont produit ces témoignages si importants après-guerre, ont été frappés par cette ironie qui présidait aux inscriptions inscrites sur les portails des camps, par exemple, ou sur les inscriptions inscrites à l'intérieur des blocs par les nazis. Vous savez, ces mots comme, parmi les expressions sur les mots, je vous les donne en français, étaient inscrits honnêteté, sacrifice, l'amour de la patrie. Sur les portails des camps, vous le savez, et d'ailleurs, je crois que c'est important pour montrer, non pas l'unicité, mais en tout cas l'univers qui rassemble chacun de ces camps. Auschwitz, Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhausen partagent la même inscription sur le portail d'entrée du camp. Arbeit mein Freund. C'est pas propre à Auschwitz. Ce slogan, on le retrouve dans ces 4 camps qui sont parmi les plus importants du régime. Le travail rend libre. C'est aussi, à Buchenwald, l'expression ici, chacun son dû. Alors, quelques mots quand même pour s'arrêter sur chacun son dû. C'est une inscription qui reprend, qui s'inspire d'une maxime juridique datant de plus de 2000 ans. Maxime grecque. Les principes fondamentaux du droit sont les suivants. Vivre honnêtement, ne faire de tort à personne, donner à chacun son dû. Et donc les SS vont interpréter sans équivoque cette inscription comme le droit de la race supérieure à punir, humilier et finalement parfois supprimer autrui. Vous le savez, cette fonction de rééducation va évoluer dans le temps. Mais elle reste prégnante. Elle explique que jusqu'à la fin de la guerre, des opposants allemands ou autrichiens au régime vont pouvoir sortir des camps. Un des travaux de Christian Ingrao porte sur la division d'Irrivangler. Donc cette unité de la SS qui va être constituée de repris de justice ou de détenus des camps de concentration qui vont aller combattre, notamment à l'Est, l'armée rouge. Ce sont des détenus des camps de concentration qui ont accepté de s'engager dans cette division. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au regard des nazis, l'internement dans les camps de concentration des ressortissants allemands ou autrichiens, des ressortissants du Reich, est un outil de punition dont en théorie ils peuvent sortir. Ça nous renvoie à la fonction des camps, la fonction première des camps de concentration. Évidemment, quand les déportés français ou les déportés de l'Europe vont arriver en 1900, à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et pour les Français majoritairement à la fin de l'année 1939-1944, les camps auront évolué. Le cours de la guerre, la doctrine nazie aura suscité une évolution du régime des camps de concentration. Il n'en demeure pas moins que les fondamentaux du régime resteront les mêmes. Et à cette fonction de rédemption, de punition, de rééducation, va évidemment, vous le savez, s'ajouter, du fait de l'entrée dans la guerre totale à partir de 1943 du Reich, une dimension de production économique, d'intégration du système concentrationnaire dans la guerre totale, et donc l'utilisation de la main-d'œuvre concentrationnaire au profit de l'industrie de guerre. Cette évolution du régime va influencer évidemment le régime des camps sans faire bouger pour autant ses fondamentaux. Et puis, la troisième évolution, c'est évidemment le développement d'une manière parallèle au système concentrationnaire de la solution finale de la question juive,
qui ne concerne pas l'univers concentration, qui ne concerne pas le système concentrationnaire nazi au premier chef. C'est en dehors du système concentrationnaire que des millions de juifs vont être exterminés, vous le savez, par les nazis, par les fusillades massives, par la création de centres de mise à mort, Chremno, Treblinka, Sobibor, dans le cadre pour les 3 derniers, dans le cadre de l'action Reinhardt, et la création de camps hybrides, Majdanek, mais plus encore, Auschwitz, Birkenau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'en demeure pas moins, et vous le savez, il faut revenir avec vos élèves dessus, qu'Auschwitz a un visage quasiment unique dans les annales des camps, celui où, d'abord, en réaffirmant qu'Auschwitz, c'est un complexe forgé par 3 camps principaux et une myriade de camps annexes, 3 camps qui présentent des visages spécifiques, qu'il ne faut pas caricaturer, qu'il ne faut pas résumer, puisqu'en vérité, Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II est le seul qui présente ce double visage, celui d'une cité, je l'ai dit tout à l'heure, où plus de 100 000 détenus survivent en 1944, et où, en périphérie duquel, les nazis ont installé, à partir de 1942, un centre de mise à mort distinct dans l'espace du camp de concentration. Un lieu dans lequel, dans ces complexes de chambres à gaz et de fours crématoires, les crématoriums d'Auschwitz, eh bien, des centaines de milliers de personnes vont être d'emblée assassinées dès leur arrivée au camp. Vous le savez, en moyenne, 80% des juifs qui arrivent dans le camp sont d'emblée envoyés vers les chambres à gaz. Ils ne rentrent pas dans l'univers concentrationnaire, ils sont déportés uniquement à Auschwitz-Birkenau pour y être d'emblée assassinés. Donc, comme le résume Johann Chapoutot, la géographie et la typologie des lieux de la répression et de la mort nazie sont complexes car elles répondent à des objectifs différenciés selon les catégories de victimes et qui évoluent dans le temps car le sort des victimes du nazisme fait l'objet de discussions et de décisions successives, nous dit Johann Chapoutot. Alors, voilà, quelques mots qui malheureusement ont pris beaucoup de temps sur ces fondements nazis du